Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ségolène Royal, bon, je pense que tout le monde vous connaît, tous les gens qui vont regarder cette interview vous connaissent. Vous êtes ancienne ministre, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Vous aviez atteint le deuxième tour en 2007 face à Nicolas Sarkozy. Si je vous ai invité, c'est pour deux raisons. C'est d'abord parce que vous avez fait une proposition à la gauche unie pour les élections européennes, pour prendre la tête d'une liste de la gauche unie aux prochaines élections européennes. On en parlera dans un second temps. Mais d'abord, vous avez publié cette année un ouvrage aux éditions du Rocher. Ça s'appelle « Refuser la cruauté du monde, point d'exclamation. Le temps d'aimer est venu ». En fait, ce que vous proposez dans votre livre, c'est un rapport au monde et un rapport à la politique, rapport qui vous est propre. Comment est-ce que vous le définiriez, ce rapport au monde? Qu'est-ce qui fait que vous faites de la politique aujourd'hui? Je crois que c'est ça que vous dites dans votre livre. Ce qui fait que je fais de la politique, c'est que je crois que la politique est faite, enfin c'est tout simple ce que je vais dire, mais est faite pour faire du bien, vous voyez, et pour l'émancipation, pour faire progresser le peuple dont on a la responsabilité. Peut-être que moi, comme j'ai connu des étapes, des épreuves, j'ai vécu cette émancipation par rapport à mon milieu familial, par mon milieu scolaire, etc. Par rapport à votre parti politique. Par rapport à mon parti politique, j'ai vécu cette émancipation et je pense que c'est ce qui fait la force d'une nation. C'est d'avoir la capacité de donner à chacun la force de croire à une possible émancipation. Or, quand vous regardez l'état de la société française aujourd'hui, vous voyez que 2 personnes sur 3 ont le sentiment du déclin. Et je pense que c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est pas acceptable. Enfin, moi qui ai donné plus de 30 ans à la vie politique, je ne veux pas quitter ce monde politique sans me dire que je peux peut-être encore être un peu utile pour transmettre quelque chose qui est plus grand que nous. Pour reprendre cette expression, la cause qu'on défend est plus grande que nous. Et quand je vois la petitesse des conflits au sein de la gauche, je me suis dit, je vais peut-être avoir une force de transmission, une force de conviction pour que la gauche se rassemble. Ce que vous décrivez dans votre livre, c'est un monde cruel. Le mot cruauté, c'est un mot qui revient assez souvent. Est-ce que vous diriez que le monde d'aujourd'hui, de 2023, est plus cruel que celui, par exemple, de 2007, lorsque vous étiez présenté à l'élection présidentielle? Je pense que le vécu des gens est beaucoup plus cruel parce qu'il y a une accumulation. Il y a eu l'accumulation, il y a eu le Covid, il y a la crise de l'inflation, il y a la guerre qui angoisse, et ensuite il y a les destructions massives et systématiques des services publics par des politiques ultralibérales. Donc le harcèlement sur les gens, que j'avais décrit d'ailleurs dans mon précédent ouvrage sur la résilience française, il y a une espèce de harcèlement sur le modèle social français et sur le vécu quotidien des gens. Et il n'y a pas ni de prise en charge, ni quelqu'un qui stoppe ce harcèlement, ni quelqu'un qui exprime très clairement l'idée qu'il y a une alternative. C'est comme dans la nature. J'ai fait cette comparaison entre la politique, le harcèlement que subissent les citoyens et le harcèlement que subit la nature. Le dérèglement climatique, c'est des drames climatiques de plus en plus forts, mais surtout de plus en plus rapprochés. Et on est dans ce même mécanisme par rapport à la destruction de l'humain, c'est que les dirigeants que l'on a ne sont pas capables d'atténuer les pressions et les crises. Au contraire, ils les accumulent et ils les exacerbent dans une espèce de brutalité incompréhensible qui, à mon avis, est la traduction de pouvoirs immatures. Avec un paradoxe qui a été soulevé notamment par François Ruffin lors des universités d'été de la France Insoumise. Il fait une liste en fait de propositions que porte toute la gauche globalement, notamment par exemple augmenter le budget de la sécurité sociale, de l'hôpital en particulier, renforcer aussi le budget de l'éducation nationale, avoir une politique plus active en fait sur les questions fiscales. Et tout ça, il s'avère qu'entre 70 et 90% des Français sont pour rétablir une police de proximité. On atteint 95% des Français sont pour rétablir une police de proximité. Pour autant, derrière, on n'a pas l'impression que les gouvernants sont au diapason en fait de cette demande sociale. Comment vous expliquez ce manque de rapport entre ceux qui sont élus
théoriquement pour porter les aspirations du peuple, et de l'autre côté, précisément, ces aspirations du peuple. Pourquoi il y a un hiatus? Voilà, c'est très simple, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a des choix idéologiques, ensuite parce qu'il y a une déconnexion. Le choix idéologique, c'est celui de la concurrence exacerbée. Je préfère ce mot à l'ultralibéralisme parce que les gens ne comprennent pas forcément l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que la concurrence va régler tous les problèmes. Oui, aujourd'hui, il y a la question du scandale des crèches privées. Ça fait très longtemps, pour ma part, que je tire la sonnette d'alarme parce que c'est un secteur que je connais bien. J'étais ministre de la Famille. Moi, j'ai tenu bon sur les normes d'encadrement et sur les niveaux de formation des personnels dans les crèches, que le secteur privé, qui était déjà à l'affût, nous demandait de ratatiner. Donc là, le gouvernement actuel, petit à petit, a enlevé toutes les normes de protection parce qu'il a considéré, non, il fallait faire du profit, et s'il y avait du profit, il y aurait l'offre qui correspondrait à la demande. Même chose dans les EHPAD. On découvre aujourd'hui qu'il y a une incohérence, une incompatibilité entre faire du profit et faire du soin, notamment à l'égard des publics vulnérables. Et en plus, ils refusent l'installation de caméras. Ça aurait pourtant réglé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que les lobbies sont tellement forts que même une décision comme celle-ci, qui a le minimum n'est pas réalisé. Donc, des choix idéologiques très clairs. Et deuxièmement, il y a la déconnexion. C'est-à-dire qu'on est dirigé par une élite qui est de plus en plus déconnectée des classes moyennes, a fortiori des catégories populaires, et qui sont endogames. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous. Donc, ils sont allés étudier aux États-Unis, ou mettent d'ailleurs leurs enfants, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent mieux le quartier des affaires de Londres ou New York qu'une ville moyenne ou que la périphérie des grandes villes françaises. Donc ils ne comprennent pas le contenu des révoltes sociales. Et il y a une espèce de retour au 19e siècle, finalement, classe laborieuse, classe dangereuse. C'est-à-dire qu'une manifestation, c'est dangereux. Une manifestation, c'est illégitime. Ils n'ont même pas intégré la dimension constitutionnelle du droit à manifester. Et c'est comme ça qu'il y a de la maltraitance policière, parce que les ordres qu'ils donnent à la police, c'est le manifestant est un ennemi. Ça a été exacerbé avec le précédent préfet de police, où quand il dit à un manifestant, nous ne sommes pas du même monde. Donc à partir du moment où le pouvoir politique utilise la police, non pas pour garantir la protection des personnes et la liberté de manifester, mais pour réprimer un mouvement qui conteste des décisions politiques, on a un dévoiement de l'action politique et le symptôme de la coupure avec la base. Alors, vous parlez d'une élite déconnectée. Qu'est-ce qui fait que j'imagine que vous ne vous situez pas en fait dans ce groupe-là. Pour autant, c'est vrai que votre parcours, là d'où vous venez, votre famille politique, votre parcours scolaire et universitaire, etc., à l'ENA, etc., vous ressemblez beaucoup de l'extérieur à cette élite que vous décrivez. Pour autant, pourquoi est-ce que vous ne vous situez pas dedans ? Peut-être parce que j'ai exercé des responsabilités d'élu local. Donc je pense que d'une certaine façon, l'ensemble des élus locaux sont beaucoup moins déconnectés parce qu'ils sont toutes les semaines les permanences, les contacts avec les gens, et ils sont obligés de répondre, etc. Alors que quand vous avez une équipe ministérielle d'ex-banquiers ou de futurs banquiers, ils sont déconnectés. Et s'ils s'entourent que de gens qui leur ressemblent, à ce moment-là, ils sont complètement déconnectés. Ils se ressemblent tous, en fait, ces dirigeants. Et en plus, il y a une forme d'immaturité, c'est-à-dire une forme d'inexpérience politique. Et peut-être que mon cheminement, mais comme celui de bien d'autres, je ne vais pas du tout m'identifier à quoi que ce soit, mais c'est vrai que parfois j'ai l'impression de revenir de très très loin, parce que j'ai connu tout le processus. D'ailleurs, je pense que mon itinéraire ne serait plus possible aujourd'hui avec la sélection sociale telle qu'elle s'est abattue sur le système scolaire. Mais quand même, venant de nulle part, j'arrive quand même à réussir des concours, à progresser, voilà. Et finalement, être candidate à l'élection présidentielle. Et atteindre le deuxième tour. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. Vous proposez d'être la tête de liste pour les élections européennes d'une liste de la gauche unie. C'est un peu mal emmanché, pour plusieurs raisons. D'abord parce que
l'équipe est divisée, comme dirait l'autre. Je veux dire, les communistes ont décidé d'aller tout seuls, les Verts aussi, les socialistes, cette semaine, l'ont annoncé aussi, et les insoumis. Alors qu'au départ, ils avaient accueilli plutôt favorablement votre proposition. Là, tout d'un coup, ils ont fait un communiqué de presse en disant oui, finalement, Ségolène Royal, bah non, genre ça nous intéresse plus. Bon. C'est quoi le plan pour les jours, pour les semaines et pour les mois à venir pour réussir votre pari, qui est pas tant, à mon avis, je me permets d'interpréter votre proposition, mais qui est pas tant vous-même de vous faire élire ou d'être tête de liste, mais de réunir la gauche. D'abord, c'est quoi la raison? Bon, la raison, c'est la division des appareils politiques qui contraste avec l'aspiration profonde et j'allais dire même enthousiaste de la base électorale pour l'Union. Le contraste était flagrant. Je suis allé aussi bien aux jeunes socialistes qu'aux universités d'été de LFI. La base m'a accueilli merveilleusement. Et tout le monde est venu me dire c'est bien, ça nous fait une respiration, on va avancer, etc. Et que je rencontre énormément de gens avec mes dédicaces, une aspiration très profonde à l'union de la gauche. Non pas parce que les gens sont de gauche veulent que la gauche gagne, mais parce qu'ils veulent simplement avoir la certitude qu'il peut y avoir un autre futur, et qui va être capable de formuler cet autre futur par rapport à la déliquescence et au sentiment de déclin que les gens vivent. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, mon constat politique il est assez sévère, parce que je pense que si la gauche n'est pas unie là, aux élections européennes, elle disparaît. Alors quand je dis ça aux responsables des partis, non, on va pas disparaître. Mais si, vous allez disparaître, vous serez nettoyés. Parce que l'électorat sera d'abord très sévère, d'une part, en disant, mais avec tout ce qu'on subit, ils sont restés sur leur petite position d'appareil politique, alors qu'ils sont dépositaires d'une confiance, ils ne sont pas propriétaires des partis. C'est nous, électeurs, qui les faisons exister, donc il faudrait peut-être qu'ils pensent à nous au moment où il y a des décisions à prendre, et pas à leur appareil politique, d'une part, et d'autre part, parce qu'il y aura les deux forces politiques qui seront en tête, et autour desquelles la vie politique va se reconstruire, c'est-à-dire qu'il y aura une alternance entre la droite et l'extrême droite. C'est tout. Et la gauche aura disparu. Et est-ce qu'on peut prendre la responsabilité de ne pas laisser à la nouvelle génération une capacité d'une alternance politique? Moi, je fais ça pour les jeunes, surtout, je ne veux pas, y compris après 30 ans de vie politique, dire on a été tellement nuls que la nouvelle génération, cette génération qui a connu 2007, et soit juste dans la nostalgie de ce qui structurait avant la vie politique pour aller vite entre la droite et la gauche, c'est-à-dire avec un vrai choix politique dont ils sont privés depuis les précédentes élections présidentielles. On fait le coup du Front républicain à chaque fois, qu'il ne va plus marcher d'ailleurs la prochaine fois. Voilà le ressort de ma réflexion et de cette volonté de transmission. Donc maintenant, il y a les appareils politiques qui réagissent. Ce que je vois à LFI, c'est qu'il y a manifestement un débat en interne, parce que tout d'un coup ils sont pour l'Union, maintenant ils ne sont plus, etc. C'est comme tous les débats à l'intérieur de tous les appareils politiques, ça c'est des enjeux que je ne comprends pas, enfin qui me dépassent, qui sont internes. J'espère que ceux qui sont pour l'Union l'emporteront sur ceux qui ne sont pas pour l'Union. Donc ça va mûrir, j'imagine, à l'intérieur. Je pense aussi que la base va dire ce qu'elle a à dire, et je suis sûr que la base est pour l'Union. Bon, à LFI, ils sont plutôt pour l'Union. C'est plutôt les autres partis de la NUPES. Non, parce qu'au sein de LFI, il y a eu des réactions aussi, en disant, mais ce que vous disiez, en disant finalement, oui, c'était une bonne idée, mais finalement, non, on part tout seul. Oui, mais ça, c'est une autre question. Il y a la question de l'Union, puis il y a la question de Ségolène Royal pour mener cette union. C'est deux questions qui ne sont pas exactement les mêmes. Oui, mais ça, d'ailleurs, il ne faut pas utiliser le double langage. Vous voyez, on ne peut pas être pour l'Union en disant, on veut bien que ça soit une tête de liste verte, sachant que la tête de liste verte leur a dit non. Et dire oui, non, mais Ségolène Royal, oui, c'était une bonne idée, mais finalement, comme c'est des crédits pour l'Union, ça ne nous intéresse pas, parce qu'en fait, on ne veut pas l'Union. On fait semblant de vouloir l'Union, on fait le discours de l'Union, et quand il y a une solution pour l'Union qui se présente, il y en a qui sont pour, mais il y en a qui disent non, parce qu'en fait, on tient le discours de l'Union, mais dans notre fort intérieur, on veut pas.
parce qu'on pense qu'on va être devant les autres, en gros. Oui, mais il y a une vraie question. Enfin, la question de l'identité politique de Ségolène Royal est une vraie question, je trouve, qui se pose. Ce matin, sur l'éditorialiste politique Jean Lémarie sur France Culture disait « Oui, Ségolène Royal, elle zigzague, en fait, en permanence. » Et il a rappelé, par exemple, vos propos lorsque vous aviez dit au micro de France Info, je crois, que vous n'étiez pas tant de gauche que démocrate, en parlant d'Obama, etc. Enfin, et que il y a eu... C'est sur France Info. Oui, mais non, vous mais avez dit quand ça. est-ce que j'ai dit Je crois que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Ouais. Non, mais Oui, justement, oui. en fait, la temporalité, la période à laquelle on vous interroge, on voit que vous bougez. Hein, les lignes de Ségolène Royal bougent. Vous étiez une socialiste en 2007 contre les éléphants du PS, que vous avez bien réussi à amater à l'époque. Et je pense que c'est tant mieux, tout le monde vous en sait gré. Mais ensuite, il y a eu d'autres moments. Il y a un moment aussi où on vous dit, mais si Emmanuel Macron vous propose d'être Premier ministre, est-ce que vous dites oui? Et vous dites, ah, ça ne se refuse pas. Oui. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs Ségolène Royal dans la même personne. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique de la gauche, en fait, est revenue à gauche, en partie grâce à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui l'a un peu remis sur ses bases. En tout cas, moi, c'est ma lecture des 10 dernières années, et c'est tant mieux. Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous considérez que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, c'est un peu trop radical? Est-ce que vous êtes plus au centre, Mais c'est pas mon critère. C'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas fait de la politique pensent que je zigzague. Mais non, c'est la société aussi qui peut zigzaguer. Vous voyez, c'est la société qui bouge aussi. Si vous êtes scotché sur une idéologie en vous positionnant sur plus à droite, plus à gauche, machin truc, les gens ils sont à milieu de ça. La vraie question, c'est la capacité à régler les problèmes tels qu'ils se présentent avec une colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale, c'est l'ordre juste. Et c'est le désir d'avenir. Et ça n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Je regardais les enquêtes d'opinion, il y a plus de 70% des jeunes aujourd'hui qui sont inquiets de l'avenir, qui ne savent pas quel avenir ils peuvent se construire, quel avenir ils peuvent s'imaginer. Et d'ailleurs, un des symptômes, une des conséquences de cela, c'est la baisse du nombre de naissances. Alors on va me dire, oui, de mère de famille, mais non, c'est un critère de bonne santé d'une société. Et quand des jeunes sont obligés de renoncer même à la transmission de la vie, c'est quand même un problème. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment angoissés pour se dire, non, dans quel monde on va faire vivre nos enfants par rapport à l'état de la planète, dans quel monde on va faire vivre nos enfants par rapport à la violence, dans quel monde on va faire vivre nos enfants par rapport à la difficulté de se loger, etc. Donc ça, c'est quand même un signal très très fort. Et l'ordre juste, j'ai jamais été pour le désordre, moi. Donc j'ai été moqué à gauche, l'encadrement militaire des délinquants, le drapeau, la nation, puis après tout le monde a répété ce que j'avais dit. Donc j'ai ouvert des champs idéologiques pour la gauche en disant non, le drapeau français, c'est pas le monopole du Front National, mais non, la nation, c'est pas le monopole du Front National. Alors comme il y a des héritages historiques par rapport au vocabulaire qui est utilisé, je comprends que pour une génération, le mot nation, c'est le national-socialisme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les gens, pour les Français, ils n'ont pas forcément l'acquis historique avec la connotation du vocabulaire et des mots qui sont utilisés, et si on ne s'aligne que sur les bacs plus 15, on passe à côté des aspirations profondes du peuple français, en fait. Jamais tout le monde vous ferme la porte, c'est-à-dire que, en gros, les socialistes et les insoumis n'arrivent pas à se mettre ensemble, ils y vont diviser aux européennes, enfin séparer aux européennes, et que du coup, vous ne serez pas tête de liste ni de la France insoumise ni du Parti socialiste. Ça, c'est vous parlez des appareils encore. Là. Je parle des appareils, oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont structurants de notre vie politique française et surtout des élections. Ils sont déstructurants, je voulais dire. D'accord, mais c'est eux qui font les élections. Je trouverais toujours la voie de passage pour continuer à plaider pour l'union. Je ne sais pas laquelle, je vais voir. Mais donc vous iriez, par exemple, vous feriez votre propre liste pour les élections européennes. Pourquoi pas? Je vais sentir comment les choses se nouent, quelle va être la déception de la base par rapport au repli des partis sur eux-mêmes.
Est-ce que le Parti socialiste va aussi bouger de son côté? Moi, je suis toujours membre du Parti socialiste. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans l'opinion? Pourquoi pas? Et à ce moment, mais avec l'espoir à ce moment-là que les gens se disent, bah oui, soyons raisonnables. De toute façon, il faut tenir bon sur le fait qu'il doit exister absolument une dynamique d'union, et puis voir ce que ça donne. Oui, on suivra ça avec attention. Merci Voilà. beaucoup. Merci.